Ok. Donc là, comme on se l'est dit, on va commencer cette nouvelle application. Donc, comment est-ce qu'on crée comment est-ce qu'on crée une nouvelle application en Ruby on Rails? Pardon? La lumière? Ouais, tu peux, ouais, je t'en prie. C'est ça, exactement. C'est bon, tout le monde voit là? On va fermer ça. S'il te plaît. Donc, comment est-ce qu'on crée une nouvelle application du coup? Raise, new, nom de l'application. Celle-là, on va se l'appeler. Comment est-ce que vous voulez qu'on l'appelle? Allez, e-commerce. Raise, new, e-commerce. Donc là, ça va me créer une nouvelle application du nom de e-commerce dans mon dossier web. Donc, mon application, elle va se trouver dans un dossier qui va s'appeler e-commerce. Donc, là, hein, ça, on a déjà vu ensemble. Donc là, voilà, ça crée les différents fichiers et les différents dossiers. Là, ça installe les gemmes. Donc encore une fois, les gemmes, c'est un peu l'équivalent des bundles en Symfony ou des packages en JS. Non, ça se fait tout seul là. Donc là, c'est le bundle install qui se fait automatiquement à la création du projet. Donc quand on fait un raise new, ça va créer tous les dossiers et projets. Et ça va runner un bundle install pour installer les dépendances. D'accord? Donc là, il y a un lot de gemmes qui sont installées par défaut avec notre projet. D'accord? Oui. Mais moi, les bundle install, ça se fait pas. Ok. C'est écrit bundle install. On se commence l'application et on voit ça après, d'accord? Donc là, on rentre dans le dossier e-commerce. Donc là, vous voyez, je suis dans mon dossier e-commerce. J'ai les différents dossiers et fichiers qui ont été créés. Donc ici, je vois bien mon gemfile. Ici, j'ai mon gemfile.lock. Donc le gemfile.lock, c'est un peu ce qui va locker vos dépendances. C'est un peu ce qui va dire que telle gemme dépend de telle gemme. Cette gemme a telle version, etc., etc. Donc là, on va ouvrir notre projet avec atom. Donc pour ouvrir atom à la racine de notre application Ruby on Rails. Et là, donc, on a notre application. Là, je vais simplement lancer un serveur sur e-commerce. Donc, comment est-ce qu'on lance un serveur sur Ruby on Rails? C'est Rails Server. Rails S, du coup. Donc, Rails S à la racine de mon projet. Donc là, je lance Rails S. Donc là, ça me dit que ça écoute sur le port 3000 de mon localhost. Donc je passe sur Chrome, port 3000. Donc là, voilà, on a la page par défaut d'un projet en Ruby on Rails. D'accord? Là, on va se faire un truc assez simple. Donc on va se créer un contrôleur qu'on va appeler Welcome. Et dans ce contrôleur Welcome, on va mettre l'index de notre projet. On va même se l'appeler Home. D'accord? Donc Rails G contrôleur Home. Donc là, Raise G, donc c'est pour Generate Controller Home. Donc là, vous voyez ici, ça a créé un contrôleur du nom de Home Controller. Ici, j'ai mon dossier de vue Home. Et ici, j'ai mes tests unitaires. D'accord? J'ai mes tests unitaires. Ici, j'ai mes helpers. Ça, on le verra plus tard. Mais si vous voulez, les helpers, c'est des fonctions qui sont propres à la vue. Donc, que vous pourrez créer. Comme un, je sais pas, par exemple, qu'est-ce que vous pouvez créer? Vous pouvez créer des petites méthodes qui vous permettent de, je sais pas moi, un link to avec une image. Donc un lien avec une image, mettre directement une fonction sur laquelle vous passez l'image et l'URL.
ici j'ai mes assets, donc j'ai mon fichier home.coffee. Donc vous verrez que moi je préfère utiliser le JS, hein, mais par défaut le langage JavaScript qui est utilisé sur Rails, c'est du Coffee, donc c'est du CoffeeScript, pardon, c'est du JavaScript qui fonctionne à l'indentation plutôt qu'avec des accolades. On verra pas ça, je trouve pas ça nécessaire. Et enfin, on a notre fichier home.css, pardon. Donc le fichier home.css, c'est le fichier stylesheet qui sera propre à notre contrôleur qu'on vient de créer. Donc nous, on va simplement aller dans le home controller et on va définir un index pour notre application. Donc pour ça, je vais créer un def index. D'accord, donc je vais rien mettre dedans. Et dans mon fichier de vue, donc dans views, home, je vais créer un fichier index.html.erb. Donc je vous le rappelle, ERB, c'est le langage de templating utilisé par défaut par Ruby on Rails. Donc quand un fichier est en ERB, ça vous permet d'injecter du script Ruby sur votre page, donc du code Ruby, pardon, sur votre page. Donc index.html.erb. Là, je vais simplement mettre hello et je vais réactualiser ma page. Ça ne fonctionne pas. Pourquoi? Parce que je n'ai pas défini la route de mon projet Ruby on Rails. Donc pour ça, quand je dis route, pardon, c'est ROOT, donc racine. Donc pour ça, je vais dans le fichier de route, donc ROUTES.rb, dans lequel je vais indiquer que la route de mon fichier, c'est home sharp index. Donc home qui est le contrôleur, index qui est l'action. Je réactualise, j'ai bien ma nouvelle home. D'accord? Voilà. Donc, ce qu'on a dit par rapport à cette application, en tout cas de ce qu'on allait faire ensemble, c'est que cette application-là, elle allait avoir des marchands. Donc les marchands, c'est très simple, hein. Ils vont simplement avoir un name pour qu'on puisse les différencier et des produits. Donc on va commencer par la création de nos marchands. Donc pour ça, raise g. On va même se faire un scaffold pour que ce soit plus rapide. Donc on va se faire un raise g scaffold. Donc scaffold, encore une fois, c'est la commande qui permet de tout générer. C'était la commande un peu magique qu'on avait vue ensemble. Donc le G que vous voyez juste ici, c'est pour generate, ok? Donc raise G scaffold de merchant, ok? Et ces merchants là, ils vont simplement prendre un name. Donc le ID, la date de création et la date de mise à jour, c'est par défaut sur le fichier de migration, d'accord? Donc là, on crée notre scaffold. Donc là, vous voyez ici, ça a créé une migration, donc qui va créer notre table marchand dans notre base de données. Vous allez voir que la colonne name a été ajoutée puisque je l'ai spécifié ici. Vous allez avoir le modèle pour marchand. Donc encore une fois, le modèle, c'est ce qui va, c'est entre guillemets ce qui va interagir avec notre base de données. Donc pour rappel, Ruby on Rails, c'est un framework MVC, donc modèle, vue, contrôleur. Ici, on va avoir nos tests unitaires. Ici, ça va créer une ligne dans notre fichier de route. Donc ici, on a ressources de points merchants. Donc ressources de points merchants, ça va servir à créer toutes les routes du CRUD par défaut pour notre contrôleur merchant. Ici, le scaffold contrôleur, il a créé notre contrôleur merchants contrôleur. Donc vous le remarquerez ici, le modèle merchant, il ne prend pas de S, il est au singulier puisque les modèles sont en singulier. Et le contrôleur merchants, lui, il est au pluriel, suivi de underscore contrôleur. Donc, cette nomenclature-là, il va falloir que vous la suiviez. Puisqu'encore une fois, en Ruby on Rails, c'est la convention avant la configuration. D'accord? Donc, cette convention-là, il faut vraiment que vous la respectiez. Pour les modèles, c'est pas obligatoire que ce soit en majuscule. La classe, si. Mais là, pour le coup, c'est un nom de fichier. Donc, le fichier, lui, il reste en minuscule et il est au singulier. D'accord? Donc ici, comme on est passé par un scaffold, c'est assez magique, vous pouvez voir qu'on a créé tous nos fichiers, toutes nos vues, pardon, pour les actions qui ont été créées dans le contrôleur. Donc on a l'index, l'edit, le show, le new, et on a même le formulaire. D'accord? Donc voilà, tout ça, ça a été fait. Maintenant, on va simplement actualiser notre page. Donc ici,
ce qu'on nous dit, c'est qu'il y a des migrations qui sont en attente et que pour résoudre ce problème, il faut qu'on lance un raise db migrate. Raise env est égal développement. Donc, moi, je vais simplement lancer un raise db migrate. Pas besoin de spécifier l'environnement. Donc, là, je fais un raise db migrate pour que mon fichier de migration il soit effectif. Donc, d'abord, je vais vous montrer le fichier de migration. Donc, vous voyez ici, on a créé nos marchands. Donc, ça va créer la table marchand qui contient un champ de type string qui est le name, d'accord? Je vous montrerai dans le schéma par la suite qu'il y a d'autres champs qui ont été créés. Donc ici, on a bien notre fichier home, notre fichier index dans notre dossier home. Ici, on a nos différents marchands, d'accord? Donc ici, on a l'index.html.rb et on a les autres différents fichiers qui ont été créés via le scaffold, d'accord? Donc, on va se voir Merchants Controller. Donc ici, on a Merchants Controller avec les actions qui ont été créées par défaut, d'accord? Donc on a index, show, new, edit, create, update, destroy. Donc ça, c'est les différentes actions du CRUD. Et ici, on voit qu'on a un before action set merchant. Donc il y a une autre convention Ruby on Rails qu'on avait déjà vu avant qui s'appelle dry. Donc dry, ça veut dire quoi? Exactement, don't repeat yourself. Donc ici, ce qu'on a, c'est qu'on a une action qui est redondante. L'action qui est redondante, c'est la configuration du merchant. C'est le fait de setter le marchand, d'accord? Donc ici, le marchand, on le set dans set merchant. Donc @merchant est égal merchant.find params.id. Ici, on va chercher le merchant qui a l'id qui est passé en paramètre dans id, d'accord? Donc cette ligne-là, si on l'avait pas mis dans cette merchant, on aurait dû la réécrire partout dans show, edit, update et destroy. Plutôt que de faire ça, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait un before action qui va setter le marchand avant de rentrer dans l'action, d'accord? Donc, dans chacune de ces actions, show, edit, update et destroy, je pourrais accéder à cette variable globale qui s'appelle @merchant, qui contient le marchand dont l'id est celui qui a été passé en paramètre. D'accord? Donc là, je vous montre rapidement le modèle. Donc le modèle, il n'y a rien de déconnant dedans. Donc on a une classe merchant qui hérite de l'application record. D'accord? Donc là, je retourne sur le terminal, je lance un coup de raise db migrate, et voilà, mes marchands ont été créés. Pardon? Dans le modèle merchant, je crois qu'il y avait une méthode def change. C'est toi qui l'avais créé à la main ou... Def change? Non, non, c'est pas dans le modèle ça. Ça, c'est dans le fichier de migration. Donc le fichier de migration, il a été créé automatiquement via ce que j'ai tapé ici. Donc j'ai tapé raise g scaffold merchant. Donc là, ici, devine que ce que je veux créer, c'est un modèle marchand, donc une table merchants, qui va contenir un champ qui est name. Le name, lorsqu'on fait une migration comme ça, via la ligne de commande, lorsqu'on ne spécifie pas le type de la colonne qu'on veut, par défaut, ça va être une string, donc une chaîne de caractères. Ici, je n'ai pas spécifié string parce que par défaut, le champ qu'on va créer, ça va être une string. Si par contre, j'avais voulu que le name soit un integer ou un booléen, j'aurais dû spécifier name de point integer ou name de point booléen. Comme par défaut, les champs qui sont créés via la ligne de commande sur ton string, j'ai pas eu besoin de le spécifier ici, d'accord? Mais j'aurais pu faire raise g scaffold merchant name string, d'accord? Ou texte si j'avais voulu que ce soit un texte, ou integer si j'avais voulu que ce soit un integer, ou boolean si j'avais voulu que ce soit un booléen. Donc voilà, maintenant que notre migration est effective, on va retourner sur le serveur et on va réactualiser la page. Donc là, tout fonctionne bien. Ok? Donc, maintenant, je vais taper raise /info/route pour voir les différentes routes. D'accord? Donc ici, j'ai les différentes routes qui sont propres à mon application. Donc ces routes, encore une fois, elles sont créées via ce fichier route.rb. Donc ici, on voit bien que ma page d'accueil, c'est home # index, donc le contrôleur home et l'action index. Et j'ai aussi toutes les actions qui sont propres, toutes les actions du CRUD, pardon, qui sont propres à mon contrôleur merchants. D'accord? Donc quand vous tapez ressources contrôleur, ça va créer toutes les actions du CRUD qui sont propres à ce contrôleur. Donc quand je vais ici, là, dans mon fichier, sur la page qui liste toutes mes routes, vous voyez que j'ai ces différentes actions pour mon contrôleur qui ont été générées. Donc je vais me rendre à l'index de merchants, d'accord? Donc je vais simplement taper merchants ici. Comment je le sais?
c'est simple, j'ai le pass ici, d'accord? Donc là, je tape simplement merchants. Et comme j'ai fait mes merchants via le scaffold, j'ai la création qui a été faite par défaut. Donc là, je crée un nouveau marchand. Donc là, j'arrive sur la page new. Donc là, j'invente rien, hein. C'est dans new.html.erb. Le new.html.erb, il y a simplement écrit new merchant et ça va render le form. Donc c'est un partial, le form. Ça va afficher le form qui est juste ici. Donc pourquoi est-ce que le form on l'a mis dans un partial? Simplement parce qu'il va être réutilisé dans l'édition de notre merchant. Donc le new et le edit ont le même formulaire. Je le répète encore une fois, try, don't repeat yourself, pour ne pas avoir à réécrire le formulaire deux fois. On l'a mis dans un partial, d'accord? Donc un partial, c'est un morceau de page HTML qu'on va mettre dans un fichier et qu'on va pouvoir réutiliser plusieurs fois, d'accord? Il est ici dans mon new.html.erb et il est aussi ici dans mon edit.html.erb. Donc là, je vais créer mon marchand. Donc celui-là, c'est simple, je vais l'appeler premier marchand. Voilà, donc là j'ai bien un marchand qui a le nom premier marchand. Je retourne à la home de mes marchands et je peux le show, donc l'afficher. Donc là c'est l'action show. Je peux aussi l'éditer. Vous l'aurez deviné, c'est l'action edit, mais je peux aussi le supprimer. Je ne vais pas le supprimer, mais je vais me créer un deuxième marchand. D'accord? Donc deuxième marchand. Il est stocké dans ta base de données. C'est ça, exactement. Il est stocké dans ma base de données. Pardon? Ça utilise quoi comme base de données? Là, on est sur du PostgreSQL. Moi, je suis sur du PostgreSQL. Ah oui, pardon. Donc, c'est important que vous soyez sur PostgreSQL si vous voulez pouvoir déployer votre application sur Heroku par la suite, d'accord? Puisque la base de données par défaut sur Heroku, c'est PostgreSQL. Donc, voilà. Là, j'ai ma liste de marchands. Quand j'essaie de créer des contrôleurs ou des trucs comme ça me met une erreur avec SQLite 3. SQLite 3? Ah oui, on l'avait vu cette erreur-là. C'est par rapport à la 1.3.3, c'est ça? Point 6, je crois. Ok. On verra ça ensemble après, d'accord? On verra ça ensemble après. De toute façon, là, c'est enregistré. Je vous mettrai la vidéo sur YouTube. Et après, on verra ensemble au cas par cas les différents problèmes que vous rencontrez. Ok? Je t'ai entendu. Je sais plus exactement. Mais ça y est sur GoRaise. Hein, il te l'explique sur GoRaise. Il explique sur GoRaise, c'est ça. Exactement. Donc là, voilà. Là, j'ai mes différents marchands. Donc, on a dit quoi par rapport à cette application-là? On a dit que, voilà, sa version minimale, elle aurait des marchands et des produits. D'accord? Donc maintenant, ce qu'on va se créer, c'est les produits. Exactement. Donc ces produits, c'est simple. Ils auront un name. Ils auront un price. Ils auront une description. Ils auront une quantité. Et enfin, alors pas pour l'instant, pas spécialement, mais si vous voulez le faire, vous pouvez le faire par la suite. Ils auront aussi un merchant ID, d'accord? Donc c'est ce qui nous permettra de savoir à qui appartient le produit, d'accord? Donc on va se créer ce scaffold ensemble. Donc raise G scaffold de product, hein. Donc toujours en anglais, encore une fois. Ça vraiment, si vous voulez vous démarquer de plein de développeurs, s'il vous plaît, maîtrisez votre anglais lorsque vous nommez vos différents fichiers. D'accord? Des fois, je vois des trucs pas possibles, des fonctions qui ne veulent rien dire. Et ça, c'est simple, hein. C'est simple, ça va améliorer votre anglais et ça va enfin, c'est simple, c'est un rudiment dans le développement. C'est quelque chose de basique, mais ça va vous mettre au-dessus de pas mal de développeurs. D'accord? N'hésitez pas à aller sur Google Translate s'il le faut pour bien nommer vos fonctions. J'ai pas honte, je le fais encore aujourd'hui. Quelquefois, je vais sur Google Translate pour être sûr que je nomme bien ma fonction. D'accord? Soyez le plus spécifique possible. Pas de franglais. Nommez bien vos méthodes, nommez bien vos classes. Donc voilà, Ray J Scaffold Product. Donc ce product, comme on se l'est dit, il va prendre un name. Donc là, je vous le montre pour l'exemple, mais on va spécifier le type. Donc c'est une string. Mais encore une fois, quand c'est une string, on n'est pas obligé de spécifier le type. D'accord? Donc on a dit name, on a dit description. À votre avis, description, ça va être quoi? La description du produit. C'est ça exactement, mais je parle du type. Ah, les textes. C'est ça. Ça va être un texte. Exactement. Donc un texte. Donc ça va prendre un price aussi. Donc là, pour le price, je vais mettre un float. Mais vous verrez par la suite que là... Non, vous savez quoi? On va prendre la bonne façon de se le faire tout de suite. Donc c'est un décimal. D'accord? Donc on a name, description, price. Donc vous verrez que décimal, c'est un peu... C'est du float. Hein. D'accord? On va se le mettre en float.
pour pas trop vous complexifier l'application dès le début. Mais voilà, on a un name, une description, un price, une quantité, donc quantity. Donc là, c'est un integer, exactement. Pardon? Hey, merci Maxime. Heureusement que tu es là. Quantity integer, et on va avoir enfin un merchant ID. D'accord? Donc là, ce que je pourrais faire, c'est merchant underscore ID de point integer. Mais quand on fait référence à une autre table en Ruby on Rails, on a un petit raccourci qui s'appelle référence. D'accord? Donc référence, vous allez voir que ça va créer directement les belongs to et les as many dans le modèle. Enfin, le belongs to dans le modèle. D'accord? Donc ça va créer la relation tout seul. Donc là, je vais mettre merchant, qui est une référence à la table merchant. D'accord? Donc là, je génère. Voilà, on a ce qu'on a eu tout à l'heure. Là, on va simplement se rendre dans le fichier de migration pour qu'on puisse voir ce que ça a créé. Donc là, on a bien un name qui est une string, une description qui est un texte, un float, un price pardon qui est un float, une quantity qui est un integer, et on a un merchant qui fait référence à merchant, d'accord? Donc ici quantity, je vais le mettre à default 1, d'accord? Pour que par défaut, on puisse avoir cette quantité-là. Pour la relation, c'est pas maintenant, c'est après ou... La relation, elle est déjà faite en fait. Donc ici, tu vois, quand on fait t.references, si tu veux, ici, ce qu'on va créer, c'est un integer, c'est un big integer, pour être précis. Et c'est directement une foreign key, puisqu'on est passé par référence. On va voir après dans le schéma ce que ça a créé. Donc le schéma, c'est ce que vous avez ici, donc schéma.rb. Ici, on a la table merchant. Je vous avais dit tout à l'heure que l'ID, le created at et le updated at qui étaient créés par défaut. Vous pouvez le voir ici, donc dans notre table merchants, on a created at qu'on n'a pas eu besoin de créer, et updated at qu'on n'a pas non plus besoin de créer, d'accord? Ça c'est fait par défaut lorsqu'on lance une migration avec Ruby on Rails. Lorsqu'on crée une table, pardon, via Ruby on Rails, via la ligne de commande. Donc on n'a pas l'ID, mais vous l'aurez deviné, chacune de mes données ont un ID. D'accord? Donc là, je vais lancer ma migration, donc via Rails db migrate. Alors je vais faire une petite faute là, je vais faire exprès de faire une faute. Imaginons que j'ai mis price est une string, d'accord? Imaginons que j'ai mis ça. Là, je lance mon fichier de migration. Voilà, donc là, j'ai créé mes produits. Là, je retourne dans mon schéma. Je m'aperçois que price est une string. Ça, c'est une erreur. Donc, pour revenir en arrière, je ne supprime surtout pas mon fichier de migration. Au niveau, là, ok, sur les lignes de commande. J'y suis là. Dans le- Raise G scaffold product. D'accord? Donc ça, on se le verra après, mais voilà. On se reverra ça après, vous inquiétez pas. De toute façon, tout est enregistré. Donc là, par rapport aux migrations, ça c'est un truc qui peut paraître simple pour certains, mais d'autres n'ont pas eu la bonne approche, donc ça peut paraître compliqué. S'il vous plaît, ne supprimez surtout pas vos fichiers de migration lorsque vous vous trompez. En tout cas, surtout pas tant que vous n'avez pas fait de rollback. D'accord? Donc, ici, pour revenir en arrière, je ne supprime pas mon fichier de migration, je ne supprime pas ma base de données, je fais simplement un raise db rollback, ce qui me permet de revenir en arrière par rapport à une migration que j'ai effectuée. D'accord? Là, c'est le cas où tu t'en es rendu compte directement. Hein. C'est ça. Si tu as avancé. Si tu en as plusieurs, tu peux en faire autant que, Non, si t'as autant que tu veux. Si tu as avancé, après tu te rends Oui, compte. après, si par contre, en effet, tu as vraiment avancé et que tu te rends compte que tu veux faire ta table d'une autre manière, tu as des migrations qui te permettent de renommer ta colonne ou de changer le type de ta colonne. D'accord? Donc là, c'est une erreur dont je viens de m'apercevoir. Je fais un simple raise db rollback. Je retourne dans mon fichier de migration et je vais modifier ça à la main. Donc là, mon price, pardon, là, mon price, j'en fais un float, j'enregistre. Et là, je relance ma migration avec raise db migrate. D'accord? Donc là, dans mes routes, comme j'ai créé mes products via le scaffold, c'est pareil. Pour mon contrôleur products, j'ai toutes les actions du CRUD qui sont propres à products qui ont été générées. Donc là, je vais me rendre à la racine de products. Là, je crée un new product.
Donc ici, je peux mettre un name. Ici, je peux mettre une description. Ici, je peux mettre un price. Donc un price qui est un float. Hein. D'accord? Donc je vais mettre 19 par exemple. La quantity, elle est à 1 par défaut. Et mon merchant, je peux mettre l'ID 1. D'accord? Donc là, j'ai créé un produit qui est propre au merchant. D'accord? Donc tout ça, je peux l'améliorer. Là, je vais simplement aller dans mon product. Alors, d'abord, je vous montre le modèle product. Donc vous voyez ici que mon modèle product, il belongs to merchant, d'accord? Donc ça veut dire que mon product, il appartient à un marchand. Pourquoi est-ce que mon product, il appartient à un marchand? Parce que parmi ces colonnes, il a merchant ID, d'accord? Donc moi, je vais simplement retourner dans mon modèle merchant. Et ici, je vais dire que mon merchant, à votre avis, il a un ou plusieurs produits? Il y en a plusieurs, exactement. Donc, très explicite, as many products. D'accord? Donc nous, ce qu'on aimerait par contre, c'est que le merchant ici, ce soit un select. Donc ça, je vous laisserai le modifier de votre côté. Ça, c'est pas très quali. Et le price, ça aurait été bien que on ne puisse rentrer que des chiffres à l'intérieur. Ça, je vous laisse le faire aussi, d'accord? Donc ça, c'est très simple. Vous tapez form Ruby on Rails. Donc vous avez action view, form helpers. Je sais, ça paraît long, mais tout est écrit dessus. Encore une fois, la documentation, il faut que vous appreniez à la lire, puisque c'est ce que les mauvais développeurs ne font pas, lire la documentation. Donc, je vais vous montrer quelque chose rapidement, donc ça on l'a déjà vu ensemble. Donc là, je vais lancer la console de Ruby on Rails, donc via Rails C. Donc si vous voulez faire quelques tests, des fois vous pouvez jouer avec votre console pour voir ce qu'il est possible de faire en Ruby on Rails. Et voilà, enfin bref. Donc là, je vais prendre le product. Donc là, dans ma variable @product, je vais stocker mon premier produit, d'accord? Donc pour ça, @product, ça pourrait très bien être product, mais c'est une règle en Ruby. Lorsqu'on va instancier, on va précéder la variable par un arrobase. Donc là, je fais product. Pour récupérer le premier, à votre avis, comment est-ce que je fais? Très explicite encore une fois, .first. Et pour récupérer le dernier, vous l'aurez deviné, .last. Exactement. Donc là, dans mon product, dans mon @product, j'ai mon premier produit. Ici, je peux faire @product.merchant pour arriver dans le marchand de ce produit. Et là, si je fais un @product.merchant.name, je vais récupérer premier marchand. D'accord? Si je fais un @product.price, je récupère le price de mon product. Et si je fais description, c'est pareil. D'accord? Vous savez pourquoi est-ce que c'est possible de faire ça? Vous savez pourquoi? Pardon? C'est ça, mais pourquoi est-ce que depuis mon product, je peux aller appeler marchand? Ils sont liés, c'est ça. Mais qu'est-ce qui fait que je peux le faire? La relation qu'on a faite. Exactement, la liaison qu'on a faite, et plus précisément celle qu'on a été faire dans le modèle de product. C'est-à-dire que si je supprime belongs to merchant ici, donc là je vais reloader mon serveur, ma console, pardon. Donc pour ce faire, je tape simplement reload, point d'exclamation. Ici, si je fais un product, ici si je réinstancie mon product dans @product, et que je fais @product.merchant, je ne récupère rien, d'accord? Pourquoi est-ce que je ne récupère rien ici dans merchant? Parce que j'ai supprimé le belongs to, d'accord? Ce qu'il y a en base de données, la foreign key, ça ne suffit pas. Il faut vraiment spécifier dans le modèle le fait que ce modèle appartienne à cet autre modèle, d'accord? La foreign key ne suffit pas. En revanche, je peux le faire depuis merchant. En revanche, depuis merchant, @merch. Ah non, pardon. Alors là, je l'ai mal nommé. Enfin bref, c'est pas grave. @merchant, lui, si je fais... Je l'ai mal nommé, hein. Je tapais marchand, le merchant. Merchant, @merchant.
product, je récupère bien tous mes produits. Pourquoi? Parce que dans mon modèle marchand, j'ai spécifié qu'il avait plusieurs produits. D'accord? Donc là, j'enlève cette bêtise. Voilà, tac, ça c'est bon. Reload, point d'exclamation. Donc voilà. Bref, là, on a une application basique. En page d'accueil, je vais nous mettre les products, d'accord? Donc là, quand j'irai à la racine de mon projet, je tomberai sur les produits. Là, je vais simplement aller corriger quand même le merchant. Ici, on va mettre le name, d'accord? Donc, product. À votre avis, c'est quelle action qui est appelée ici? Une liste, Pardon? show. C'est une liste, c'est ça, mais liste, c'est pas show. C'est index. Quand on renvoie une liste, c'est sur index. Show, c'est pour Un seul. une ressource en particulier. C'est ça, exactement. Donc là, je vais aller dans product index html.erb. Et pour afficher le merchant, je ne vais pas simplement afficher l'objet merchant, ça ne ressemble à rien. Je vais mettre product.merchant.name. Donc là, j'ai pris mes marchands. Et je vais même faire mieux que ça. En faisant un link to donc vous voyez ici, j'ai fait un link to product.merchant.name. Donc ici, le premier paramètre, puisque ici c'est une méthode. Hein. Le truc en Ruby, c'est qu'on on met pas les, les paramètres, les parenthèses pardon, sont optionnelles. Donc ici, vous les voyez pas, mais ici, on a notre helper link to, d'accord, qui prend en paramètre une chaîne de caractères et un lien. Donc là, vous pouvez vous dire, ok, c'est bizarre. Pourquoi est-ce qu'il tape product.merchant.merchant, c'est pas un lien. En fait, Ruby on raise automatiquement, si vous mettez product.merchant, il va deviner que le lien auquel vous voulez accéder, c'est l'action show du contrôleur product pour cette ressource en particulier. D'accord? Donc en l'occurrence ici, le marchand dont l'ID est 1. Je clique ici, j'arrive sur mon marchand numéro 1. D'accord? Je pense que là, ça fait déjà pas mal de notions. Vous avez des questions par rapport à ce qu'on vient de voir là ensemble ou pas? J'ai quelques questions. Ouais, dis-moi. Par rapport à la base de données, j'ai vu que tu n'en as pas créé une, tu n'as pas donné le nom de la base de données, mais ça marche. Ouais, c'est vrai. Alors là, j'ai pas eu besoin de créer de base de données. Dans quelques cas, peut-être que sur SQLite, ça le fait par défaut. Là, moi, ça l'a fait par défaut. Donc, au cas où si vous n'avez pas de base de données, il suffit que avant de lancer votre migration, enfin au démarrage de votre application, que vous tapiez la commande raisedb2.create. Ici, si je fais raisedb2.create, ça va me dire que ma base de données SQLite existe déjà. D'accord? Par défaut, ça l'a créé. Donc ça l'a créé lors de la création de mon application. Donc j'ai sûrement une ligne qui me l'explique ici, qui me le dit ici. Non, même pas. Mais en effet, si vous n'avez pas de base de données, si on vous dit que vous n'avez pas de base de données existante, il suffit que vous tapiez la commande suivante, raisedb2.create. À la base de données, tu peux, mais enfin là c'est pas spécialement nécessaire. Tu peux l'appeler, enfin laisse-la telle qu'elle est. Oui, mais en fait par défaut si tu veux, là on va aller dans le fichier database pardon, .yaml. T'en fais pas par rapport à ça, t'as pas besoin de nommer ta base de données différemment. Donc là c'est sur du SQLite, on le voit pas, mais tu verras que si c'est du PostgreSQL, là où c'est nécessaire, tu auras toujours le préfixe de ton application, underscore, développement, pour le nom de ta base de données. D'accord? Donc t'as pas tout de ça. Production aussi. Ouais, tu as également une base de données pour la production. Donc, on a différents environnements. Donc, par défaut, on va avoir ces trois environnements-là qui sont développement. Donc, développement, c'est ce qu'on fait actuellement hein, quand on visite le port 3000 de localhost. On a test. Ça, c'est lorsque vous lancez vos tests unitaires. Donc,
vous avez une base de données qui est propre aux tests unitaires, d'accord? Vous ne voulez pas altérer les données de votre production ou même de votre développement lorsque vous lancez les tests unitaires, d'accord? Lorsque vous faites des tests unitaires, vous pourrez être amené à supprimer, à supprimer des ressources. Vous ne voudriez pas que ce soit le cas sur votre base de données de développement. Donc on distingue 3 environnements de développement ici. On a test, production et développement. Et production, bien sûr, c'est lorsque vous publiez votre application. D'accord? Ces 3 environnements-là, ils sont différents. Pourquoi est-ce qu'on différencie ces 3 environnements? C'est simple. J'ai bossé en freelance pour une startup. Chaque fois qu'ils faisaient des tests, ils s'envoyaient un SMS sur Heroku pour confirmer un SMS via Twilio, pardon, pour confirmer l'authentification de l'utilisateur. Le problème, c'est que si à chaque fois qu'ils font des tests, ils sont obligés de s'authentifier, donc c'est quand même 10 centimes l'authentification. S'il y a beaucoup de tests, ça fait beaucoup. Enfin, ça fait beaucoup pour les simples tests. Donc, ce qu'on peut faire là, par exemple, c'est détourner cette authentification dans le cas où on fait du développement en envoyant, par exemple, le code sur Slack. Sur un channel Slack, c'est du développement. D'accord? Pareil, lorsque vous testez le flow de paiement avec un système de notification, vous ne voulez pas envoyer de véritables emails, d'accord? Vous ne voulez pas utiliser votre clé Stripe de production, donc pour du vrai paiement, lorsque vous êtes en environnement de développement. Lorsque vous êtes en environnement de développement, vous voulez être sur l'environnement de test de Stripe. Donc, vous allez pouvoir rentrer 42, 42, 42, 42, 42 pour tester le paiement. 42, 42, 42, si vous voulez, c'est un peu c'est la carte bancaire de test de Stripe. D'accord? Donc voilà, c'est la raison pour laquelle on différencie ces 3 environnements-là, test, développement et production. Ça, c'est quelque chose que Ruby fait pour nous. D'accord? Il y a une variable d'environnement qui permet de savoir si on est en production ou si on est en développement. D'autres questions par rapport à ce qu'on vient de se voir ou pas? Non? Ok. Donc là, je vais arrêter Camtasia. L'idée là, c'est qu'on avance ensemble et qu'on puisse ajouter les différents produits qui ont été créés. Donc, sans authentification pour l'instant, ni pour le marchand, ni pour l'utilisateur. Pas besoin de créer de table utilisateur pour le moment. Ce qu'on veut créer, c'est simplement un panier, d'accord, avec une quantité de produits, que vous puissiez confirmer l'achat de ces produits sans paiement de Stripe pour le moment. Par la suite, vous rajouterez le paiement via Stripe. Et la dernière étape, ce sera la publication sur Heroku. Ça peut paraître laborieux comme ça. Encore une fois, on est en octobre. L'idée, c'est que pour le 20 décembre, on ait fait tout ça. Et plus si vous avancez plus vite. D'accord ? Voilà. Qu'est-ce qui me fait comme ça ?